Florian, je vais partir Oui, l'enregistrement et juste passer le contrôle et tu vas pouvoir démarrer. Make presenter. Yes. Voilà, merci Jean-Pierre. Je finis. Florian, à toi. Merci. merci, je t'en prie. Euh, voilà, je vais cacher ça. Je vais passer en plein écran. Bonjour à tous et bienvenue à cette session sur Big Data avec Cortana Intelligence Suite. Donc, je suis Florian Eden, Solution Architect chez Microsoft au Canada. Je suis à Vancouver. Mon Twitter, c'est FlatBI si vous voulez me contacter. J'ai aussi mon blog sur flat.fr et il y a un formulaire pour m'envoyer un mail si vous souhaitez. Je voulais commencer cette session en ramenant un petit peu des éléments de contexte, à savoir pourquoi maintenant Cortana Intelligence, quel est le contexte général et par rapport au domaine des sciences de la donnée, comment se positionne le produit et à quoi ça sert exactement. Donc on connaît tous ce cheminement hein, de l'analyse de données, en sachant qu'on commence tous par du reporting opérationnel, qu'est-ce qui s'est passé en regardant le rétroviseur et on va produire des rapports. Ça c'est la première étape, c'est des choses qu'on sait faire depuis assez longtemps avec des outils, des techniques qu'on maîtrise depuis un petit bout de temps. La deuxième chose c'est de se dire ok maintenant j'ai mes infos, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien comprendre quelle est la cause qu'est-ce qui a produit ça. Donc là, typiquement, le type de produit de solution qu'on met en œuvre par rapport à ça, ça va être des dashboards interactifs. Donc là aussi, c'est une nouvelle gamme de produits, nouveau type d'usage, une nouvelle culture, une nouvelle approche par rapport aux analyses qui vont permettre d'apporter d'autres réponses. Ensuite, évidemment, quelles conséquences à prévoir hein, j'ai compris ce qui s'est passé, mais comment prévoir ce qui va se passer, quel impact ça va avoir sur mon business. C'est là où on va approcher des choses qui sont un petit peu nouvelles avec tout ce qui est machine learning, des cas d'usage qui étaient peut-être comme du forecasting qui était déjà prévu, et puis aussi des nouvelles choses où on va essayer de comprendre ce qui se passe avec des modèles un petit peu plus compliqués. Et enfin, la dernière étape, évidemment, c'est comment réagir. Et c'est là ce qu'on va essayer d'aller chercher avec tous les nouveaux outils qui sont en train d'être produits, pas uniquement par Microsoft, mais par un peu tous les éditeurs, et puis c'est un peu l'état du marché maintenant. Aller rechercher des recommandations, mais aussi de l'automatisation. Et je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc c'est un peu la même idée reproduite d'une manière différente. On est OK, on sait faire des rapports, on sait faire du rapport sur Reporting Services, Power BI y est arrivé, on maîtrise les dashboards, on sait faire ça, mais quelles sont les prochaines étapes par rapport à ça? Les prédictions, et alors, on savait faire du data mining sur Analysis Services, mais comment les réintégrer dans mes solutions applicatives auprès de mes utilisateurs et pas uniquement avoir des résultats d'analyse de masse qui sont difficiles à exploiter, mais les intégrer directement au sein de l'application, typiquement avec un cas d'usage comme des recommandations sur un site web. Quand mon client est en train d'acheter, je vais lui fournir un résultat d'analyse, une recommandation qui va lui permettre de potentiellement acheter quelque chose d'autre et de moins accroître mon business. Et puis la dernière étape, c'est d'avoir de la prise de décision automatisée. C'est-à-dire que si j'arrive à avoir mon système qui me fait des recommandations et si j'ai suffisamment confiance en lui, je vais pouvoir réintégrer ce résultat d'analyse directement dans un système de prise de décision. Là, mon exemple, ça va être j'ai mon inventaire dans mon magasin, dans mes magasins sur ma région. Je vais faire un forecast de la demande, je vais faire un forecast de ce que je vends et je me rends compte que mon forecast fait que mon seuil d'inventaire descend en dessous de zéro pour le week-end à venir. Donc je suis mardi, mercredi et mon niveau de stock par rapport à ma prévision de vente m'indique que je vais tomber en rupture de stock d'ici le week-end et que mon samedi, je vais perdre des ventes. Et je peux automatiquement envoyer une commande sur les produits qui me manquent à mon warehouse, à mon entrepôt pour livrer mon magasin, sans avoir une intervention humaine. Alors évidemment, je vais mettre des contrôles là-dessus, je vais pas laisser faire les algorithmes n'importe quoi, je vais limiter les quantités, je vais même réintégrer un humain avec qui va valider, qui va recevoir une notification et qui va valider. Mais au minimum, une assistance à la prise de décision, ça va être une notification, je vais recevoir une alerte, attention, mon magasin va tomber en rupture de stock, et également voir sur certains cas spécifiques une prise de décision automatisée, soit à l'urgence, soit sur des choses moins critiques. Et c'est ça qu'on va vouloir aller chercher. C'est des solutions de bout en bout qui permettent non seulement de comprendre ce qui se passe, mais également d'aller jusqu'à l'action. Ça va être, en tout cas, notre vision chez Microsoft, c'est d'aller chercher cette dernière étape. Et pourquoi se dire, qu'est-ce qui permet aujourd'hui d'aller chercher ces cas d'usage? Qu'est-ce qui faisait que
qu'avant on le faisait pas ou c'était très difficile. Pour nous, on voit trois tendances majeures qui permettent de faire ça, qui débloquent ces scénarios-là. C'est exactement ça, qui débloquent les scénarios. La première, c'est tout ce qui est Big Data et Internet of Things. Et ce que ça veut dire, c'est plus simplement, c'est d'avoir plus de données. À partir du moment où on commence à mettre des capteurs partout et on commence à avoir des systèmes et que tout est informatisé, qu'il y a du logiciel un petit peu partout, on commence à avoir toutes les informations nécessaires pour faire cette prise de décision. Mon entreprise est un organisme, j'ai de plus en plus d'applications, de plus en plus de capteurs, c'est de plus en plus de senseurs et d'informations qui me reviennent pour que je puisse prendre des décisions beaucoup plus de manière informée, puisque j'ai les données pour prendre ces décisions. Ça, c'est pour nous la première tendance. La deuxième tendance, c'est évidemment le cloud, dans le sens où je vais avoir à ma disposition des ressources à la fois stockage et de calcul, avec un coût maîtrisé, on va en reparler, et puis avec une mise à l'échelle, enfin une scalabilité infinie, entre guillemets. Dans le sens où si j'ai besoin de plus, j'ai besoin de m'adapter, j'ai de plus en plus de données, j'ai besoin d'un système de plus en plus gros, j'ai besoin d'expérimenter, et ben le cloud va me permettre de répondre à cette question-là sur des coûts modérés, sans prise de risque de ma part. Donc je vais pouvoir expérimenter sur des choses, ça marche, je suis content, je continue, ça marche pas, j'arrête tout et ça m'a coûté que le prix de l'expérimentation. Et ça, c'est quelque chose qui enlève la peur d'essayer et qui permet d'expérimenter beaucoup plus. Et la dernière, c'est évidemment l'intelligence. Et par là, on veut dire tout ce qui est développement du machine learning et la large prise d'ampleur que ça a dernièrement, et du data mining, et toutes les choses qu'on va pouvoir faire avec les données. C'est bien de collecter des données, c'est bien de pouvoir expérimenter dessus, mais c'est évidemment nécessaire d'avoir des algorithmes qui permettent de comprendre ce qui se passe. Donc comment le big data débloque les nouveaux scénarios? À travers trois axes d'analyse par rapport aux caractéristiques des données. Donc, quand on dit plus de données, c'est jusqu'à présent on traitait des données purement relationnelles, hautement structurées, qu'est-ce qui va rentrer dans une table dans ma base de données. Et le big data ouvre des scénarios qui nous permettent de traiter évidemment toutes les données, vous le savez, et pas uniquement, j'ai envie de dire, des données déstructurées de type du JSON, du texte plus globalement, ça peut potentiellement être des emails, ça peut être des images, ça peut être de la vidéo, ou dans une vidéo, on va pouvoir par exemple extraire automatiquement, on va analyser des visages, puisqu'une vidéo n'est qu'une suite d'images. À partir de ces images, on va pouvoir retrouver des visages, des émotions, des âges, potentiellement de la reconnaissance d'individus. Donc on va pouvoir extraire tout un tas de données sémantiques qu'on va pouvoir introduire dans des analyses plus traditionnelles comme on maîtrise dans Data Warehouse. On a également les coûts. Par rapport aux serveurs traditionnels, vous savez ce que coûte un serveur SQL à partir du moment où on veut mettre la partie hard sur des gros traitements, des gros volumes de données. Un serveur avec 64-128 cœurs et puis un Tera de RAM, c'est quelque chose, c'est un investissement important, alors qu'une capacité de traitement similaire dans une approche Big Data, ça va être tout un tas de machines beaucoup plus petites. On va mettre du 4 cœurs, 8 cœurs, 20 gigas de RAM, et je vais en avoir une dizaine, une vingtaine, une trentaine, et je vais pouvoir continuer à monter en charge. Et si j'ai besoin de plus de performance, je vais rajouter des machines, alors que sur mon serveur, ça va être en général, une fois qu'il est capé, c'est difficile de changer un nombre de cœurs et une quantité de RAM une fois qu'on a atteint le top. Donc en termes de coûts, ça va permettre de manager mes coûts de manière beaucoup plus aisée. C'est pas que ça me coûtait moins cher, c'est que je vais pouvoir gérer les coûts de manière plus facile. Et enfin, en termes de culture, on était dans une approche très... moi, j'ai fait de la BI, ça fait un bout de temps que je fais de la BI, et à passer l'angoisse de tiens, il y a une nouvelle vague de techno qui arrive, etc. C'était quand même c'est quand même intéressant tous ces nouveaux scénarios qu'on s'ouvre avec le big data. C'est intéressant de faire du reporting, c'est intéressant de faire un beau data warehouse. C'est aussi intéressant toutes ces nouvelles expérimentations qu'on peut faire, des choses un petit peu nouvelles autour du machine learning. C'est vraiment, on se débloque des cas d'usage jusqu'à présent où on répondait de manière un peu malaisée à nos clients, nos utilisateurs internes, en leur disant ah bon, un forecasting, ouais, je peux faire ça, mais comment on va faire là? Non, je commence à avoir vraiment des solutions de bout en bout qui me permettent de couvrir tous les cas d'usage. Le cloud, donc je vous disais, la mise à l'échelle, ok, les coûts, j'en ai parlé, mais ce qui m'intéresse aussi, ça va être la vitesse. Et on va le revoir à travers les produits que je vais vous présenter. Pour moi, ce qui est très intéressant, c'est d'être capable de créer un bloc de ressources. Donc, je vais créer un cluster Hadoop, par exemple.
en une demi-heure. En une demi-heure, je vais avoir mon cluster Hadoop de 20, 30, 100 nœuds. Faire la même chose dans mon data center, c'est commander 20 machines, 30 machines. Une fois que je les reçois, il va falloir que je les installe. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait une installation Hadoop, d'un cluster Hadoop, mais c'est quelque chose de relativement intéressant. Et c'est plutôt quelque chose qui se calcule en mois. Le tout, c'est que voilà, c'est une nouvelle technologie, j'ai envie d'expérimenter, j'ai pas forcément envie de m'engager, j'ai pas envie de bloquer une partie de mon budget importante annuel sur ce dossier-là. Le cloud va me permettre typiquement de mettre en place un cluster pour répondre à mes besoins, pour expérimenter en 30 minutes. Je vais pouvoir jouer une semaine, 2 semaines avec. Si ça me plaît, je vais pouvoir continuer à l'utiliser. Et puis quand j'en ai plus besoin, je l'éteins. Si ça me plaît pas, j'arrête ou je le change. Si j'ai besoin d'une autre option, je peux le décommissionner, en recommissionner un autre, juste en cliquant. Et ça, c'est des choses qui vont me permettre d'enlever la peur à l'expérimentation et qui vont me permettre effectivement d'essayer des choses, plutôt que de rester de regarder au loin le big data en me disant je vais jamais en faire parce que l'investissement initial est trop cher et puis si jamais je me trompe, on aura acheté 100 machines et pris la place dans mon data center et fait installer ça par mes administrateurs pour au final ne jamais m'en servir. Et c'est un retour qu'on a effectivement, hein, de grandes sociétés qui ont investi dans des gros clusters et puis on se rend compte qu'ils ne sont pas utilisés, ils sont utilisés à 5% et ça devient la chasse au projet et tout devient un projet big data dans l'entreprise alors que ça n'en est pas un et ça crée d'autres problèmes. Hein, pour justifier l'achat du cluster, on va aller chercher des projets qui n'ont rien à voir. Donc comme à chaque fois qu'on utilise une techno qui n'est pas associé aux besoins, on va se retrouver avec des solutions qui ne correspondent pas. Et évidemment, le big data va avoir une très mauvaise image parce que ça ne marchait pas, c'était trop lent, et oui, puisque ce n'était pas la bonne technologie qu'on a utilisée pour couvrir un besoin. Et ça, c'est une solution que le cloud, pour laquelle le cloud apporte une réponse. Et enfin, donc la troisième des tendances majeures qui, à notre sens, pousse vers cette recherche de nouvelles solutions, c'est une approche, j'ai envie de dire, cognitive, donc beaucoup plus intelligente que ce qu'on faisait précédemment. Pas intelligente dans le sens, on est beaucoup plus malin, mais on va essayer de créer des solutions qui ont sens, qui prennent en compte le contexte, qui vont réussir à comprendre les intentions. Qui vont apprendre et s'améliorer sur la durée. Et ça, juste une approche, et c'est déjà essentiel. Et pas juste, je vais construire une application elle est parfaite. Avec mon chef de projet, on a étudié tous les cas d'usage. Et non, on va essayer de construire des applications qui prennent en compte le fait qu'on a un être humain en face de nous et qu'un être humain est imparfait par définition et potentiellement ne va pas utiliser les bons mots, ne va pas savoir comment mon menu fonctionne. Et deux des choses que Microsoft met en place pour travailler là-dessus va être les API, typiquement toutes les aides aux développeurs, les API cognitifs qui vont permettre de lire du texte, qui vont permettre de faire du machine learning de manière très facile par un simple call d'API pour comprendre une intention, pour traduire une langue, pour percevoir des émotions et des réactions et typiquement une conversation s'engage avec mon client. En temps réel, je vais avoir une analyse du sentiment de mon client. Et si à un moment, on sent que la tendance était verte et elle passe vers le rouge, on peut typiquement envoyer un message à l'opérateur pour lui dire attention, le client est en train de s'énerver, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça, ou envoyer un message à un manager qui dira ok, je vais prendre le relais pour essayer d'améliorer la conversation. Donc essayer de vraiment avoir cette approche cognitive. Et les bots en font partie aussi, puisque l'objectif va être d'effectuer, d'alléger la charge des êtres humains. Où là, l'approche, ça va être pas de dire je vais remplacer un être humain, ça va être de dire je vais rendre plus performant un être humain. Donc tout ce qui est les petites tâches. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une démonstration un peu intéressante de je travaille dans mon bureau et j'ai besoin d'un ticket d'avion pour aller voir un client. Je vais juste demander à Cortana ou à mon bot, tiens, j'ai besoin d'un billet d'avion pour aller voir tel client tel jour. Et mon bot va se mettre en relation avec le bot de l'agence de voyage interne de mon entreprise et va lui demander, voilà, j'ai besoin de ça, ça, ça et ça. Ils vont ensemble de ces deux petits algorithmes, un algorithme qui a accès à mon calendrier Outlook et qui sait quand est-ce que je dois être là, puis un algorithme qui a accès au billet d'avion et qui sait ce qui est possible et qu'est-ce qui coûte cher et pas cher à l'entreprise. Ces deux bots peuvent se communiquer ensemble et résoudre ce problème. Puis une fois qu'ils ont
2 ou 3 possibilités, ils reviennent voir les êtres humains en disant est-ce que tu me confirmes que est-ce que ce ticket te convient, et on s'est économisé toute la partie où on doit parcourir le site web et comprendre et vérifier et valider et machin, etc. Et ça, je trouve que c'est une approche qui est très intéressante et qui est permise à la fois par l'intelligence et puis toutes les différentes technologies dont je vous ai parlé. Et en termes de cas d'usage, on a constaté sur le terrain qu'en général, les entreprises qui réussissent sont les entreprises qui innovent sur ces sujets-là, avec des exemples qui sont ceux-là. Et je pense que ce qui est surtout intéressant, c'est pas tellement la liste d'exemples, même si ça peut vous donner des idées. Je pense que ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte que cette liste d'exemples, elle est basée sur des cas très, j'ai envie de dire en silo, même si on a une connotation négative, c'est que c'est des cas très spécifiques. C'est-à-dire que je pense que les entreprises les gros projets qui réussissent en général sont des entreprises qui comprennent qu'on ne peut pas avoir une approche globale. On va avoir une approche globale technique peut-être, mais on va avoir une approche focus sur un certain sujet d'un point de vue métier. Donc je vais avoir typiquement mon analyse de fraude financière, je vais devoir dessiner une solution spécifique à mon analyse de fraude financière et qui va répondre à ses besoins particuliers, qui va utiliser certains types d'algorithmes, qui va s'intégrer dans cette application financière et qui va utiliser ce type de données-là qui vient de cette application. Et quand je veux passer à typiquement de la recommandation produit, je vais utiliser un autre set d'algorithmes avec un autre set de données et qui va s'intégrer dans une autre application. Donc, moi, je vais apprendre, je vais devenir meilleur, mon équipe produit, elle va apprendre, elle va devenir meilleure, je vais réutiliser des outils. Par contre, chacun de ces projets est en silo et est très différent l'un de l'autre. Et je vais avoir, contrairement à une approche de data warehousing où typiquement, une des manières d'approcher les problèmes était d'avoir une approche top-down, où j'essaie de modéliser l'ensemble de mon entreprise avec tous les processus métiers, etc., etc. Et encore, on en est revenu de ça. Là, vraiment, sur ces sujets-là, l'objectif, ça va être d'avoir une approche extrêmement focus sur le métier, avec une expertise, donc typiquement de la fraude financière, c'est une expertise métier très particulière, donc qui va être intégrée auprès des utilisateurs et qui va être très spécifique et pas très technique. Pareil pour la recommandation produit, ça ne va pas être les mêmes utilisateurs et ça ne va pas être les mêmes cas d'usage. Ce qui veut dire que pour réussir, il va falloir qu'on ait un investissement important sur les compétences métiers et on va avoir besoin de regarder à travers un besoin métier spécifique et pas à travers un besoin technologique. Et c'est pour ça que Microsoft a voulu développer Cortana Intelligence Suite, une suite de produits qui va me permettre de répondre à ces besoins. Parce que on s'est rendu compte à un moment qu'on avait ces besoins indépendants, spécifiques par métier, une fraude financière, une recommandation de produit. Et la réponse de Microsoft à ça, c'était une base de données, c'était un système de stockage à haute volumétrie dans le cloud, c'était un système d'ingestion de masse d'événements IoT. Et quand on est chef de projet ou quand on est architecte, et puis que dans une main, on a des problématiques métiers très ciblées, de recommandations de produits, et puis qu'en face, mes solutions, c'est une base de données orientée documents, je n'arrive pas à réconcilier les deux. Et Cortana Intelligence, c'est exactement la réponse pour ça. C'est de dire, OK, on a les produits, on a de l'expérience à travers ce que nos clients qui veulent partager avec nous ont réussi à faire en utilisant les produits. Pourquoi est-ce qu'on ne repousserait pas cette connaissance auprès de nos utilisateurs? Et Cortana Intelligence, c'est ça. Ça va être de proposer des éléments de réponse orientés métier pour couvrir les besoins fonctionnels que vous pouvez avoir. Donc on est toujours dans un contexte données, intelligence, action, et ce qui va nous permettre de positionner les produits par la suite. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à outils Cortana Intelligence? Pour moi, la partie la plus importante et c'est la première, c'est la solution préconfigurée. Donc ce qu'on va vous permettre d'avoir, c'est des solutions prépackagées qui enchaînent des outils, qui vont enchaîner un stockage, un dashboard, du machine learning et puis une solution d'administration et de management, mais dans un package avec un schéma qui vous présente comment les choses vont se comporter et qui vont être capables de s'interfacer avec les solutions intelligentes que sont Cognitive Services, Bot Framework et Cortana. Mais vraiment, pour moi, le point critique, c'est les solutions préfigurées. Alors évidemment, moi, je suis côté produit et technique, donc je ne parle pas tellement licensing, mais à partir du moment où vous achetez des offres en bundle, des offres packagées, vous allez aussi avoir une réduction de prix. Donc ça peut être intéressant pour vous également. Si vous savez que vous allez avoir un usage un petit peu de toutes les briques
qui sont là, bah, vous allez pouvoir accéder à des taux préférentiels sur les produits Azure, données et intelligence. Donc ça, c'est aussi à mentionner. Et en termes de contenu, donc qu'est-ce qu'on met, quels sont les produits qui correspondent à Cortana Intelligence Suite. Donc côté donc de nouveau divisé sur l'approche précédente, on va avoir le management de l'information, les stockages big data, tout ce qui est machine learning et la partie intelligence et dashboard. Donc ceux qui sont encadrés de Orange, je vais en reparler, on va zoomer dessus parce que c'est vraiment ceux qui sont plus orientés big data, donc c'est ceux qui, dans le contexte de cette session, c'est ceux qui sont intéressants à mon sens. Mais juste pour vous mentionner les autres, alors Data Factory, il me semble qu'il y a une session pendant ces 24 heures, donc je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil. Je ne sais pas si elle était avant ou après, par contre je suis désolé. Data Factory, ça va être, pour ceux qui connaissent, c'est un orchestrateur, un ordonnanceur de flux de données. Donc vous allez avoir typiquement le control flow, le flux de contrôle de SSIS. Vous allez avoir un panel, vous allez pouvoir construire vos flux, et ce qui est très bien, c'est que ça s'interconnecte avec toutes les briques Azure, mais également ça peut s'interconnecter sur votre data center pour piloter les flux de bout en bout et ainsi avoir une vision complète de tous vos flux et transformations de données. Donc ça ne fait aucune transformation, que ce soit bien clair, c'est un orchestrateur, un ordonnanceur. Donc c'est là que vous allez vous dire, je commence mon flux par tel processus dans mon data center, ensuite je vais uploader les données dans le cloud, ensuite je vais les processer dans machine learning, ensuite etc. Donc ça vous permet de piloter l'ensemble de bout en bout. Data Catalog, c'est un outil qui permet de c'est un répertoire des métadonnées. Donc là, vous allez pouvoir, donc même les utilisateurs, parce que c'est orienté crowd sourcing, vos utilisateurs vont pouvoir déclarer, donc vous allez déclarer tout ce que vous avez dans vos bases de données, mettre un administrateur, donc quelqu'un qui publiquement est la personne à qui demander les droits d'accès, et publier un catalogue des métadonnées, et potentiellement un petit extrait de données pour les données qui ne sont pas confidentielles, et puis dire, bon ben voilà, si typiquement un nouvel employé arrive, il a besoin, il va chercher client ou CRM, et puis il va avoir toutes les tables et les données qui correspondent à ça. Et ça peut couvrir des fichiers Excel, ça peut couvrir du SharePoint, ça peut couvrir tout un tas de sources de données différentes, et qui va permettre d'avoir un répertoire unique et puis d'arrêter avec les connaissances tribales. À partir du moment où quelqu'un part en vacances, on n'a plus aucune idée de où sont les tables, etc. Là, on va avoir un répertoire global pour l'entreprise. Event Hub, c'est tout ce qui est intégration dans les scénarios IoT, donc c'est un peu spécifique, et c'est des gros, ça va s'interconnecter avec Stream Analytics, un côté Machine Learning Analytics. Event Hub, c'est le gros réceptacle qui va vous permettre d'envoyer des millions et des millions d'informations à la seconde quand vous avez votre flotte de capteurs IoT déployés. Data Lake Store et Data Warehouse, on va en parler. Machine Learning, c'est Studio Machine Learning en ligne d'Azure qui va vous permettre de développer des algorithmes de Machine Learning et surtout, à mon sens, donc développement, création visuelle, donc c'est pour vos data scientists et puis potentiellement pour des utilisateurs avec une petite formation. Moi, je sais que j'ai fait une petite formation Coursera sur Machine Learning et je me suis bien amusé avec, j'ai pu faire des choses vraiment intéressantes avec Azure Machine Learning. Et surtout la partie qui, à mon sens, est la plus sympa, c'est qu'une fois que vous avez fabriqué votre algorithme, vous pouvez le déployer et il va se transformer en une API que vous pouvez appeler. Donc ça, c'est super pour vos développeurs, puisque eux, ils ont une API et ils peuvent l'appeler et ils vont avoir un résultat en passant des paramètres et ils vont avoir le résultat de la recommandation, par exemple. Mais également, depuis Excel, il y a un add-in Excel qui vous permet de classifier en live des tables dans Excel. Donc en termes de déploiement, c'est plus comme et c'est un produit que j'aime beaucoup, le data mining sur Analysis Services, qui était peut-être un petit peu compliqué à utiliser une fois qu'il était déployé. Là, c'est pas du tout ça. On va avoir directement un accès dans Excel, on va avoir directement un accès en API. Donc c'est quand même très confortable. Stream Analytics, je vous l'ai mentionné, les deux autres, on va en reparler. Et puis bon, côté intelligence, on a les services cognitifs, ça j'encourage à aller jeter un coup d'œil, c'est les API cognitifs de Microsoft. On va avoir pareil, je peux analyser un sentiment, je lui envoie juste un bloc de texte et je reçois quelle est la langue, quels sont les topics qui ont été parlés, quelle est l'émotion, etc., etc. Donc ça c'est très intéressant. Et on peut les appeler directement depuis Power BI, puisque Power BI est capable d'appeler des API de manière assez simple, entre guillemets. Donc ça c'est des choses que vous pouvez faire aussi depuis Power BI. Tout ce qui permet de faire des bots, et puis Cortana, l'intégration Cortana. Et puis Power BI, il y a, je pense, 3 ou 4 sessions sur Power BI pendant ces 24 heures, donc je suis à peu près sûr que vous en avez entendu parler. Donc le premier dont je voulais vous parler, c'était HD Insights, qui très simplement, c'est un service Hadoop dans le cloud. Donc c'est Hadoop à la demande.
C'est managé par Microsoft, c'est pas du logiciel spécifique, c'est du Hortonworks, hein, donc c'est la distribution Hortonworks qui est 100% open source. Vous avez la même chose que ce que vous aviez si vous downloadez directement sur Hortonworks. Vos clusters, vous pouvez les créer en une dizaine de minutes, peut-être vingtaine de minutes si vous demandez des gros clusters. Tout ça, c'est managé et supporté par Microsoft, vous allez voir, avec une administration qui est vachement agréable. Et ce qui change, si vous avez joué avec un cluster Hadoop, ça peut être, enfin, c'est faisable, il n'y a pas de problème, c'est faisable. Ça peut être un petit peu compliqué, surtout pour des gens qui viennent de l'écosystème Microsoft, puisqu'on va être dans du monde Linux et dans un monde Java Linux, et c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Après, on apprend, il n'y a pas de problème. Là, on se retrouve quand même dans une interface familière, on sait gérer les choses, et puis tout est déjà pré-packagé et préparé, donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis tout a été fait, donc que ce soit de Excel à Power BI, en passant par tous les outils qu'on peut utiliser pour la BI et l'analyse de Microsoft, se connecte à HD Insight. Vous avez l'option directement depuis Excel se connecter à données cluster HD Insight, et puis on peut directement analyser comme ça, ce qui est très très pratique. Un coût d'opération, un coût d'ownership, de possession qui est très bas. Puisque vous n'avez pas acheté du hardware, hein, c'est Microsoft qui a fait les investissements. Vous avez du support directement inclus dans votre support Azure. Vous payez que ce que vous consommez, donc à la fin de la journée, on éteint le cluster et puis on arrête de payer. C'est pas comme quand on a commandé les 100 machines dans le data center, comme je vous disais, hein, on ne peut pas les éteindre et puis dire je vais arrêter de les payer. On peut faire évoluer indépendamment son stockage et son compute, et puis pas besoin de ressources spécialisées pour les opérations, puisque c'est Microsoft qui gère tout. Vous pouvez vous concentrer sur le cas d'usage. Je vais juste vous montrer rapidement à quoi ça ressemblait sur le portail Azure. Alors, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'utiliser le nouveau portail Azure, même si maintenant quasiment tous les produits sont sur le nouveau portail. Donc ça, c'est le nouveau portail, en sachant qu'il y a des comptes d'essai. Hein, donc si vous n'avez jamais accédé à Azure, c'est assez facile d'obtenir des 1 mois, 2 mois ou 3 mois, je ne sais plus exactement, de crédit pour essayer les comptes Azure. Donc ce que je vais demander, c'est à créer un nouveau en intelligence et analytics, HD Insight. Je vais pouvoir en jeter, donc je vais mettre cluster 24, hop. Il va me demander le type de cluster, donc je vais donner un nom. Mon type de cluster, ça va être un cluster, donc j'ai le choix entre Hadoop, HBase, Storm, Spark, ou R, Server and Spark. Donc ça, si vous faites du machine learning, vous avez besoin vous avez une grosse consommation en R, c'est une des meilleures options de l'industrie à l'heure actuelle. C'est R Server sur Spark dans un cluster Hadoop. Donc moi, dans ce cas-là, je vais juste prendre un serveur Hadoop. Je peux choisir Linux ou Windows en système d'opération. Je vais rester sur du Linux. Et je peux choisir ma distribution. Donc là, je veux du Hadoop 2.7.1. Est-ce que je veux du Premium ou est-ce que je veux du standard? Dans ce cas-là, je vais juste prendre du standard. Je vais pouvoir choisir des applications complémentaires. Pour le moment, il y a Datamir, mais je suis persuadé qu'il y en aura d'autres à terme. Évidemment, il va me demander des credentials, donc je vais lui donner un password. Vu que c'est un cluster Linux, pour que je puisse me connecter, il me faut un login et un mot de passe pour du SSH. Voilà. Ma source de données, donc ça va être l'endroit principal où je vais stocker mes informations. Donc c'est là où c'est un compte de stockage tout simple Azure. Il y a aussi une session par Franck Mercier sur les stockages Azure, je pense, qui est très intéressant. Et enfin, la partie la plus intéressante que je voulais vous montrer, c'est là où je vais pouvoir mettre mon type de nœud. Donc là, potentiellement, je peux dire 2 nœuds. Je vais choisir le type de mes nœuds. Donc, est-ce que je veux des 4 cœurs, 14 Go de RAM avec du SSD local, ou est-ce que je veux 28 Go de RAM ou 8 cœurs, puis à chaque fois, je vais le prix estimer. Et puis, je peux également choisir mon head node, donc mon nœud d'accès à mon cluster. De la même manière, je vais pouvoir choisir des options différentes. Une fois que j'ai ça, je vais avoir un coût à l'heure. Notez que c'est des dollars canadiens parce que je suis au Canada. Et voilà, et j'ai provisionné mon cluster. Donc je fais select, j'envoie mon truc, et puis en 20 minutes, je vais avoir mon cluster. Et c'est là, j'ai résolu l'ensemble de mon cycle d'achat d'un cluster Hadoop, configuration, installation de mes produits, également installation d'Edgebase et configuration d'Edgebase, installation configuration de Spark, installation configuration de Storm. Tout ça, c'est des choses qui sont directement prises en compte là sur mon interface. Et ça, je peux vous dire que c'est des choses
choses qui sont vraiment qui demandent une certaine expertise et dont j'ai pas besoin là et que je vais pouvoir faire en 20 minutes. Donc c'est vraiment intéressant. Le produit suivant dont je voulais vous parler, c'est le Data Lake. Donc, Data Lake se compose de deux sous-produits, Store et Analytics. Donc Data Lake Store, ça va être un HDFS dans le cloud sans limite en termes de capacité de stockage. Donc vous allez pouvoir déposer là-dessus tout ce que vous voulez comme données dans leur format natif et ça va être accessible, c'est ça qui est intéressant, à terme à l'ensemble des produits d'analyse qui vont pouvoir consommer les données stockées sur le Data Lake Store avec une connexion directe. On a un contrôle d'accès complet et toutes les données sont encryptées au repos. Donc on a vraiment quelque chose de professionnel. C'est pas juste un dump dans lequel je vais donner je vais balancer toutes mes données. Non, c'est quelque chose de propre dans lequel vous allez pouvoir stocker des données sensibles et ça va être géré de manière intelligente et en mode entreprise. Là donc, non seulement je vais pouvoir stocker de manière illimitée, mais en plus je vais avoir des performances optimisées pour la consommation, pour les select étoiles, j'ai envie de vous dire, quand je vais avoir besoin de parcourir l'ensemble de mes documents. Donc n'importe quel format, pas de limite dans la taille des fichiers, des fichiers en pétabytes si je veux, donc un fichier individuel peut avoir une taille énorme. On a de la lecture-écriture rapide, on a une bande passante massive pour les analyses d'ensemble, ce que je vous disais, et c'est également avec une disponibilité maximale, ça veut dire que ça peut être à la fin du traitement d'ingestion de mes données IoT, je peux streamer des données dans le Data Lake Store, il n'y a pas de problème, il est capable de recevoir ce genre de choses. Et son compagnon, qui n'est pas la seule option, mais qui est la meilleure option évidemment pour consommer les données, ça va être Data Lake Analytics, qui est une approche un petit peu similaire à ce qui se fait dans le monde Big Data, c'est de l'analyse c'est du monde Big Data, pardon, dans le monde Hadoop. Ça va être de l'analyse distribuée. Donc je vais avoir un service d'analyse distribuée qui va être réparti sur l'ensemble, donc qui pour vous est transparent. Data Lake Store, c'est un cluster de stockage, Data Lake Analytics, c'est un cluster d'analyse qui vont communiquer, qui sont interfacés l'un à l'autre pour se parler, et pour vous c'est transparent, vous n'êtes pas en train de compter des nœuds, vous n'êtes pas en train de décider quels sont les services installés, les numéros de version, des choses comme ça, non, pour vous c'est géré de manière transparente, et vous demandez juste, vous avez juste un espace de stockage et à côté un service d'analyse, et l'un parle à l'autre, et c'est géré par Microsoft de manière transparente pour vous, et vous allez pouvoir faire vos analyses Big Data directement avec Data Lake Analytics. Donc capacité élastique des requêtes. Alors ce qui est super sympa pour le monde Microsoft, c'est que le studio de développement, c'est Visual Studio, donc vous allez pouvoir débugger, optimiser votre code de manière comme vous avez l'habitude de le faire. Les requêtes sont fédérées à travers données Azure, donc je peux faire un select from Data Lake Analytics et puis faire des left join sur les différentes sources de données à droite et à gauche dans Azure. Donc, je vais pouvoir avoir comme ça, je n'ai pas besoin de déplacer mes données, celles qui sont déjà typiquement, quand je vais mélanger des données non relationnelles avec des données relationnelles, je vais pouvoir tout avoir ensemble. Et j'ai un contrôle d'accès complet à base de rôles. Donc on est encore dans un produit Microsoft avec de la sécurité, comme j'ai l'habitude de les appliquer. Donc en termes de langage, un nouveau langage a été créé qui s'appelle USQL, donc ce qui est un mélange entre du SQL et du .NET. Donc si vous avez joué un petit peu avec des solutions des produits Big Data, en général on avait un langage comme Pig ou Hive ou des choses comme ça, et qui était extensible à travers du Java, donc, ou MapReduce qui était directement du Java. Donc ça veut dire que si je voulais créer une UDF, une fonction définie par l'utilisateur, j'allais utiliser du Java. Ici je vais avoir mon langage de base, ça va être du pseudo-SQL, et puis si vous regardez, ça ressemble vraiment à du SQL, j'ai du select from group by, c'est vraiment des choses qui ressemblent à du TSQL. Et si j'ai besoin de créer une fonction, si j'ai besoin de créer typiquement un traitement spécifique, je vais le faire en .NET, donc je vais le faire en C#. Donc je vais pouvoir réutiliser toutes mes connaissances actuelles, mes équipes de développeurs .NET, et m'attaquer à tous les problèmes Big Data que j'ai envie de traiter. Et c'est également quelque chose qui est à mon sens facile à utiliser, que ce soit pour les novices et les experts, puisqu'on parle de SQL, mon environnement Visual Studio, et puis c'est quelque chose qui peut monter en puissance. Donc c'est un environnement robuste, et je vais avoir donc là les deux petites captures d'écran que vous voyez, c'est mon résultat d'analyse. Donc c'est pas le résultat, c'est le code, une fois qu'il est exécuté, va être toute la télémétrie est capturée, puis je vais avoir un rapport de performance. Et je vais savoir typiquement que je perds de la performance sur tel sous-traitement de manière unitaire et unique, et je vais pouvoir aller voir ce qui se passe et essayer d'optimiser ces morceaux de code. Parce que quand j'ai un code qui doit processer plusieurs pétabits de données, en général ce que je fais c'est que je le
je le développe, je le construis sur 1 Tera ou 1 giga de données, et puis ensuite je le mets à l'échelle. Mais ce qui potentiellement prend 5 minutes sur 1 giga peut me prendre 24 heures ou 3 semaines sur un péta. Donc là, ici, je vais pouvoir savoir exactement quelle est l'opération qui pose problème, puis aller intervenir dessus et gérer ça. Pour vous montrer très rapidement à quoi ça ressemble. Donc je vais retourner, ici je vais fermer ça. Okay. Je vais retourner ici, et puis je vais me demander un nouveau service. Donc je suis à nouveau dans le portail Azure, Intelligence et Analytics, et je vais demander un Data Lake Analytics. Donc je pourrais, si j'en avais envie, je vais juste fermer celui-là. D'abord créer mon Data Lake Store, puis créer mon Data Lake Analytics, mais dans ce cas-là, je peux l'avoir directement. Donc ça va être mon Data Lake Analytics 24. Ok, j'en veux un nouveau. Donc j'ai besoin toujours d'un groupe de ressources. Hein. Chaque ressource Azure existe dans un groupe de ressources. Pour le moment, je suis en preview, donc c'est uniquement aux US, mais évidemment, ça va débarquer partout. Je vais utiliser un store. Donc, je vais créer un nouveau store. Il m'a donné un nom, Pay as you go. Ok, je suis content. Ok, et je vais lancer la création. Donc là, j'ai créé mon environnement Data Lake Analytics. Donc ça prend 3, 4, 5 minutes. Mais j'en avais déjà créé un pour qu'on puisse jeter un coup d'œil. Je pense que c'est celui-là. Voilà, tout à fait. Là, je ne vais pas y accéder à travers Visual Studio, je vais y accéder à travers cette interface juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et ce qui est très bien, je trouve, c'est qu'ils ont intégré ici donc, un Getting Started, donc un commencer. Et typiquement avec des scripts en exemple, un tutoriel interactif et puis un démarrage rapide. Ce qui vous permet de voir un peu ce qui se passe et de comprendre un peu comment ça fonctionne. Et je trouve ça vraiment bien. Et typiquement, on va avoir, je veux aller chercher, lire, faire un select sur un fichier TSV, donc séparé par des tables. Et donc ça, je suis dans les exemples, hein, pour que vous compreniez un peu ce qui se passe. Je vais pouvoir créer ma requête, elle est là. Elle a déjà été écrite, on voit que c'est assez simple. Hein. Je vais créer une variable qui va extraire ces paramètres depuis mon fichier TSV en utilisant un extracteur et je vais aller sortir ce résultat et je vais aller le mettre dans un autre fichier TSV. Donc c'est vraiment une requête simpliste pour que vous compreniez un petit peu comment, pour qu'on comprenne un petit peu comment ça se passe. Je peux mettre une priorité, puis je peux définir un parallélisme. C'est là où je vais pouvoir rendre mon job de plus en plus puissant, de plus en plus performant. Donc je vais lancer mon job et je vais l'appeler comme ça. Et voilà, le job a été lancé. Et je vais avoir ici une petite fenêtre d'analyse qui va m'expliquer ce qui est en train de se passer. D'abord, il est préparé, il va être mis en queue, il va être exécuté, puis il va se terminer. Donc, pendant qu'il est en train de se lancer, je vais juste aller jeter un coup d'œil pour voir qu'est-ce qu'il y a exactement dans mon searchlog.tsv. Là, j'ai mon petit Data Explorer qui va me permettre de parcourir le contenu. Donc là, il me dit qu'il a réussi à créer le Data Lake Analytics qu'on a lancé. Donc c'était effectivement 4 minutes, 5 minutes. Je vais aller pouvoir parcourir qu'est-ce qu'il y a dans mon catalogue, dans mon Data Lake Store. Donc là, j'ai mes données de samples et j'ai le searchlog.tsv, donc c'est le fameux fichier qu'on est en train d'analyser. Quand je crée mon Data Lake Store, hein, je pense que vous l'avez compris, il va dedans mettre des fichiers d'exemples pour que je puisse jouer avec et essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Et là, donc j'ai le fameux fichier que j'étais en train d'analyser. Donc ça, c'était le fichier qui était en entrée. Je peux ici le changer, le télécharger, gérer son accès, etc., l'effacer. Ce qui m'intéresse, c'est le résultat de ce job-là. Donc comment on peut aller voir ça? On va aller voir dans ma partie monitoring les jobs qui sont en train de tourner. Il y en a deux qui ont tourné. Il y en a un qui a réussi, c'était celui que j'ai fait tourner hier. Il était là. Et là, il y a celui qui est en train de tourner aujourd'hui. Donc pour vous montrer celui que j'ai lancé à l'instant, il est en train de tourner et il vient d'être finalisé. Donc là, je vais voir en live, non pas le résultat, mais qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les opérations qui ont été exécutées. Donc j'ai une première opération qui a été un extrait, et on me donne des résultats, et le deuxième qui a été un agrégat, et je vais pouvoir comme ça comprendre quelle est la performance
de chacun de mes éléments et aller pouvoir optimiser chaque partie du code. Donc pour montrer un cas terminé qui est là. J'ai l'input, donc j'ai le fichier que j'avais en entrée. J'ai mon fichier de résultat qui est ici. Et évidemment c'est le même, hein, puisque vous l'avez vu dans le script insert into le même. Et j'ai mes différentes étapes pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé. J'ai encore le script avec quelles sont les opérations qui ont été faites. Donc voilà, j'ai une interface de développement complète qui me permet du monitoring, qui permet de comprendre ce qui s'est passé exactement. Et ça, c'est Data Lake Analytics. Donc évidemment, on a fait ça comme d'habitude pour les démos avec un fichier TSV qui fait 3 kg. Donc on fait du big data sur des fichiers de 3 kg. Et c'est pour vous permettre de comprendre un petit peu comment ça fonctionne et voir toutes les différentes possibilités qu'on a avec ce produit. Moi, je suis persuadé que c'est un produit. Alors, son seul défaut, c'est peut-être qu'il arrive un petit peu tard, mais c'est vraiment un produit définitivement. Vous avez tous les avantages du big data. Vous pouvez traiter toutes les charges, accéder à tous les produits, stocker toutes les données dans le cloud, et vous n'avez pas à gérer toutes les problématiques d'installation et de configuration et de mise à niveau. Donc ça, c'est un produit. Microsoft toutes les semaines met des versions à jour, et vous profitez de ces améliorations en live sans avoir à mettre à jour ou à patcher quoi que ce soit. Le dernier produit dont je voulais vous parler en mode focus, c'était SQL Data Warehouse. Donc c'est un Data Warehouse élastique à la demande sur Azure. SQL Data Warehouse, si vous avez entendu parler de PDW, donc Parallel Data Warehouse, ou de APS, le nouveau nom, c'est en gros cette idée-là, c'est l'idée d'un Data Warehouse en appliance massivement parallèle, comme un Greenplum ou quelque chose comme ça, ou Redshift d'Azure, que je vais pouvoir avoir dans Azure directement. Donc c'est un data warehouse qui va être avec une expérience SQL Server, donc j'ai accès à travers Management Studio, j'écris du TSQL. Il y a évidemment des contraintes puisqu'on est dans un environnement massivement parallèle, mais j'ai quand même une large surface du TSQL avec Visual Studio, avec Management Studio. C'est une source de données standard de l'écosystème Microsoft, donc vous pouvez vous y connecter depuis Power BI, etc. etc. C'est un data warehouse que je peux faire grandir et rétrécir en termes de compute ou de storage, donc je peux rajouter des nœuds de calcul ou rajouter du storage juste avec un slider. C'est des choses qui ne sont pas possibles à faire quand j'ai mon data warehouse dans mon data center. Je peux monter au petabyte, c'est une technologie qui est capable de gérer ça. Et puis, il y a également le petit bijou technologique Polybase qui permet dans une même requête SQL de faire un select from ma table relationnelle, left join, un résultat Hadoop. Donc, par exemple, HD Insight, une requête, le résultat d'une query Hive. Donc, je vais pouvoir mélanger ça dans ma même requête SQL. Je voulais juste vous montrer rapidement de nouveau ici. Donc là, je vais pas le créer, mais c'est pareil, c'est 5 minutes hein, pour créer un SQL Data Warehouse. Une fois que c'est créé, ça existe dans ma database, donc il est là. Alors évidemment, je l'ai posé et j'ai oublié de le déposer en commençant cette démo, donc c'est dommage. Puisque oui, mais par contre, le côté positif, c'est que je peux le poser. Donc ça veut dire que quand j'en ai plus besoin, à la fin de la journée, j'ai envie de dire, je peux poser mon data warehouse et arrêter de payer pour. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc là, il est en train de se remettre en route. Ça peut prendre quelques temps. Et bon, alors ce qui est sympa, c'est que je vais pouvoir donc le scale, je peux changer, je peux l'améliorer. Donc là, évidemment, il est en train de se résumer, donc je peux pas, mais là je suis à 400 unités de mesure. Si j'ai envie d'augmenter et de doubler ses capacités, et donc j'ai le prix qui va avec. Si je veux augmenter sa capacité, je peux le passer à etc. etc. Et ça va donc j'ai toute une information sur à quoi correspondent les unités. C'est une idée arbitraire, mais pour que vous compreniez, je vais pouvoir déplacer mon slider et choisir exactement la performance. Donc j'ai un data warehouse massivement parallèle. Je peux analyser les résultats directement dans Power BI. Il y a une connexion directe. Je peux scaler les performances en live, je peux le poser pour arrêter de payer. C'est en termes de techno et de besoins, c'est si j'ai des besoins massivement parallèles, donc ça veut dire des très gros volumes de stockage sur de la donnée relationnelle, c'est l'outil parfait pour ça. Et c'est dans Azure. Donc voilà, il est là, je vais pouvoir l'ouvrir dans Power BI. Donc ça va me rediriger vers Power BI. Ce que j'ai fait, c'est que, alors ce qui est super, c'est quand vous le créez, vous pouvez dire soit il est vide, soit je peux le créer avec AdventureWorks à l'intérieur. Comme ça, quand vous avez envie d'essayer, ils y ont pensé, ils ont dit OK, vous pouvez créer un Azure SQL Data Warehouse avec directement AdventureWorks Data Warehouse créé à l'intérieur et partitionné comme il faut.
Comme ça, vous pouvez jouer avec. Et c'est ce que j'ai fait dans ce cas-là. Donc là, il me dit, est-ce que tu veux te connecter? Oui, je veux me connecter. Donc j'ai basculé dans Power BI. Je vais lui donner mon mot de passe. Le mot de passe de mon utilisateur Azure SQL Data Warehouse. Et voilà, je suis connecté à mon Azure SQL Data Warehouse. Donc, il est là. Ce qui veut dire quoi? Que j'ai un nouveau set de données. Celui avec la petite étoile, là, c'est le nouveau. Et je vais avoir accès direct à l'ensemble de mes champs. Donc typiquement, je vais aller voir mon fact itinéraire sales. Je vais pouvoir ramener mon sales amount, mes ventes internet. Je vais avoir mes ventes dans mes magasins. Et je les veux comme ça. Donc là, évidemment, le data warehouse vient de se... Je pense qu'à partir du moment où il dit qu'il résume et le moment où effectivement les requêtes commencent à passer, là il y a encore quelques secondes, et je vais le laisser tourner. Et puis on va le laisser chauffer le temps qu'il arrive. Voilà donc les trois outils dont je voulais vous parler. Mais pour moi, c'est donc voilà, encore une fois, c'est un focus sur les outils. Les choses qui sont intéressantes avec Cortana Analytics, c'est comment est-ce que je vais pouvoir accéder à ces scénarios pré-packagés qui vont utiliser ces outils dont je viens de vous parler, concentrés sur le Big Data. Quelles sont les ressources qui me permettent de déployer ces scénarios configurés? Et il y en a deux. La première, c'est Cortana Intelligence Gallery, qui est assez connue et qui est publique, et quand vous cherchez, vous allez tomber dessus, on va aller jeter un coup d'œil. Et la deuxième, c'est un peu l'astuce du jour, c'est Cortana Intelligence Quick Start. En gros, Microsoft commence à travailler sur des scénarios dans le Cortana Intelligence Quick Start. Et une fois que les produits sont suffisamment, les templates sont propres et bien construits et revus, etc., ils sont déployés dans le Cortana Intelligence Gallery. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Ah ben là, mes analyses. Et si j'en rajoute un autre juste pour vous montrer, normalement ça devrait aller un peu mieux. Voilà, on a quand même des taux de réponse qui sont beaucoup plus satisfaisants. Et puis il est à chaud, enfin c'est un serveur SQL, donc ça veut dire que plus je m'en sers et plus les caches est utilisé, plus le cache est utilisé et meilleure les performances. Donc Cortana Intelligence Gallery. Donc c'est ici que vous allez trouver tous les accélérateurs, tout ce qui va vous permettre de vous aider à vous lancer sur tous ces scénarios-là. Donc je vais avoir des classements par industrie. Donc c'est évidemment c'est un travail qui est continu. Donc, pour le moment on a ces industries-là, régulièrement des nouvelles choses sont ajoutées. On a des expérimentations, on a des API machine learning, et c'est là où je vous disais, donc ça c'est des cognitive API, c'est moi une de mes préférées, si je vais sur les text analytics, j'envoie à l'API du texte non structuré et en échange je vais recevoir des analyses. Et ce qui est super dans la Cortana Intelligence Analytics, c'est que j'ai des descriptions, j'ai un contexte, j'ai qu'est-ce que ça fait, j'ai une petite conversation sur qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui marche, etc. J'ai du code, j'ai de la documentation et j'ai également des liens pour essayer les choses. Donc, typiquement, là, je vais envoyer du English positif, je vais l'analyser, donc ça fait un call à l'API, ça revient et puis je vais avoir le retour, c'est de l'anglais, les mots les plus importants sont ceux-là et le sentiment c'est celui-là. Donc dans Cortana Intelligence, vous avez accès, vous avez la liste de tous les produits, puis les cas d'usage et puis des petits cas d'exemple qui vous permettent de comprendre un petit peu dans le contexte. Moi ce que je préfère en général, c'est les templates de solutions, donc pour le moment il n'y en a pas, il y en a 3. Mais il va y en avoir de plus en plus, puisque l'objectif ça va être de compléter cette partie. Là. Et quand je vais voir dans un de ces cas d'usage, je vais me retrouver avec une description, une petite vidéo qui explique. Donc si j'ai besoin d'aller communiquer à un chef de produit, si j'ai besoin d'aller communiquer à mon chef d'entreprise ou un directeur marketing, etc., qu'est-ce qui est en train de se passer, j'ai des ressources pour lui expliquer ce qui se passe. J'ai les infos de prix, j'ai un guide complet sur comment lancer ça, j'ai quels sont mes prérequis, et puis je peux aller directement le déployer. Donc quand je vais cliquer là-dessus,
je vais avoir le déploiement des différents services dont j'ai besoin pour réaliser ce cas d'usage. Manifestement, on va le faire comme ça, je pense que ça vous plairait plus. Donc, je vais avoir besoin d'une base SQL, donc il va me demander un login, mot de passe, etc., etc. Donc, je vais arrêter là, mais il va vous générer comme ça, parce que je vais vous démontrer un autre cas dans le Quick Start. Je vais comme ça créer l'ensemble des briques dont j'ai besoin et qui vont être déployées sur mon tenant Azure directement. Donc, je voulais vous montrer Cortana Intelligence Quick Start. Ah, pardon, clavier QWERTY. Et voilà. Qui est en fait le site bêta de Cortana Intelligence Gallery. Et là, on voit qu'il y a beaucoup plus de patterns et beaucoup plus de solutions. Donc là, elles sont en cours de maturation, hein, elles ne sont pas production ready dans le sens où vous voyez voir la documentation elle est parfois incomplète, parfois un schéma ça va être une photo d'une feuille de papier où le schéma a été fait, mais il y a quand même des choses très intéressantes ici. Et typiquement, on va voir un scénario sur du Data Factory et du DocumentDB. Donc comment interfacer ces différents produits, comment détecter, donc, typiquement c'est celui-là, donc comment détecter une anomalie dans mon IT. Et on va voir que c'est tout un tas de services indépendants que je vais pouvoir déployer en un coup et qui vont être configurés de manière à fonctionner. Celui que je voulais vous montrer, c'était les taxis à New York. Voilà. Donc ça, c'est un pattern qui est assez simple. Je vais avoir une web app qui va être créée pour moi. Quand je clique sur les objets, ça va aller dans un Event Hub. Cet Event Hub va processer les données à travers un Stream Analytics et ensuite le résultat va aller dans Power BI. Donc là, je vois un pattern avec, j'ai 4 produits. Donc j'ai un cas d'usage. Moi, mon cas d'usage, c'est une application à la Uber qui permet de commander des taxis. Je vais avoir un Analytics en temps réel sur ce sujet-là. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est Stream Analytics? Est-ce que c'est Power BI? Comment est-ce que ça s'interface? Là, ici, je vais pouvoir déployer l'ensemble en une seule passe, d'un seul coup. Donc, je choisis de déployer. Je vais lui donner un nom, une souscription. Donc, je ne vais pas aller en Australie, je vais plutôt aller aux États-Unis, puisque je suis au Canada, ça marche quand même un petit peu mieux. Et je vais le lancer. Voilà, donc là, il est parti. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer une web app sur mon compte, il va créer un job Stream Analytics et puis ensuite il va connecter un Power BI à ça. Si j'ai envie de voir ce qui se passe, je peux cliquer sur le petit point et puis je vais arriver sur mon portail Azure et je vais avoir la liste de du déploiement. Qu'est-ce qu'il est en train de faire exactement? Il est en train de déployer ça, puis ensuite il va déployer ça, etc., etc., etc. Et puis je vois la liste de ce qui se passe. Pour vous le montrer, je l'avais déjà déployé hier, donc c'était celui-là. Et voilà ce qui se passe quand on a terminé. Donc, quand on a terminé, je vais avoir des instructions. Donc il me dit, OK, le site web, il est terminé. Le site web, il est terminé, je peux cliquer là-dessus. Donc je clique là-dessus, il a généré pour moi une application web qui a été déployée à cet endroit. Et je vais pouvoir y accéder. Donc évidemment, j'ai déployé hier, là elle est à froid, donc il faut qu'elle se relance. Là voilà. Je vais pouvoir rentrer et puis dire soit je suis un driver, soit je veux conduire. Là, je vais dire que dans ce contexte-là, je suis un driver. Et donc ça, c'est une petite application qu'il a déployée et qui va me permettre juste de générer des données. Donc c'est juste une application où quand je clique, ça génère une ligne. Cette ligne, elle va être envoyée automatiquement à mon Event Hub qui va transmettre ça à mon Stream Analytics. Stream Analytics, je ne sais pas si vous savez, qui est enfin arrivé dans le nouveau portail Azure, donc c'est intéressant. Donc ça, c'est celui qui est en cours de création à l'instant, et ça c'est celui que j'avais créé hier. Voilà, donc qui est en train de tourner en live mon job et qui va envoyer des infos à Power BI. Donc si je vais sur Power BI, il est là, c'est celui-là. Donc ça c'est les expérimentations que j'ai fait hier et ça c'est quand j'ai commencé à cliquer aujourd'hui sur les boutons. Donc à chaque fois que je vais cliquer, ça va créer une ligne et la ligne va atterrir dans le graphe. Donc ça va être processé par Stream Analytics et arriver dans le graphe. Donc en général ça prend une dizaine de secondes puisqu'on a un process à travers Stream Analytics.
Donc là, j'ai juste cliqué Deploy et je me suis retrouvé avec une solution de bout en bout qui a généré un site web, qui a configuré un Event Hub, qui a configuré Stream Analytics pour lire ce qui sortait de l'Event Hub et qui va publier ça dans Power BI. Et tout ça, je l'ai créé juste en un clic en utilisant Cortana Intelligence Quick Start. Et là, dans mes instructions, on se rend compte que donc il fallait que j'aille faire 2-3 petites opérations avant que ça fonctionne, mais toujours est-il que tout est détaillé ici et c'est censé fonctionner complètement de bout en bout. Et si jamais il y a un problème, vous avez une adresse mail. Il se trouve que WeTalk, pour ceux qui connaissent, qui est un peu une figure dans le groupe SSIS de Microsoft, dans l'équipe produit, peut vous aider à résoudre ça. Et ça, je pense que c'est vraiment la partie intéressante de Cortana Intelligence, c'est d'avoir des solutions préconfigurées. Vous appuyez sur Deploy et vous avez un cas d'usage. Alors, c'est peut-être pas votre solution définitive, c'est même certainement pas votre solution définitive. Mais vous avez déjà votre proof of concept prédéployé et vous voyez comment il est configuré. Et si vous, après, vous voulez configurer le vôtre, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne et quels sont les effets que vous devriez avoir. Et vous avez l'assurance que ça fonctionne et j'en ai la preuve puisque j'ai cet exemple qui fonctionne. Et encore une fois, avec tout un tas de scénarios différents qui impliquent tous les différents outils. L'objectif, c'est d'en avoir le plus possible, qui couvre du Linux Data Science Virtual Machine, donc quelque chose du machine learning sur Linux, du machine learning on-premise, donc avec votre data warehouse en ligne, du Azure SQL Data Warehouse mélangé avec du machine learning, donc si je veux accéder à du machine learning à travers mon SQL Data Warehouse, et puis là des cas typiquement complètement orientés donc du churn customer pour une boîte de telco. Et voilà, je vais avoir mon pattern, j'ai du Hive et du HD Insight, donc j'ai vraiment tous les produits possibles. Et de nouveau, quand je vais deploy, je vais créer l'ensemble de mes services. Donc ça, c'est vraiment, à mon sens, la partie la plus intéressante. Cortana Intelligence Cadry, Cortana Intelligence Quickstar. Pour moi, Cortana Intelligence, c'est vraiment ça. Il me reste 4 petites minutes. Ce slide-là, on l'a vu, c'était pour vous refaire un point sur les différents produits. Voilà, donc pour moi, Cortana Intelligence, on va utiliser du Big Data, on va utiliser l'Analytics, on va utiliser de l'intelligence, et l'objectif, c'est vous donner des solutions préconfigurées pour que vous soyez capable d'agir très rapidement. Je vous en ai parlé, pardon, je suis un petit peu en retard, donc je vais terminer. Sécurité, capacité d'échelle, c'est le cloud. Donc vous avez à chaque fois, encore une fois, c'est des produits Microsoft. Donc vous avez de l'Azure Active Directory, vous avez de la gestion de la sécurité par rôle. Ça fait partie de la solution. On n'est pas en mode, c'est pas le Far West, c'est du big data dans mon entreprise. C'est des choses qui sont faciles. L'objectif, c'est de vous rendre l'expérimentation et le proof of concept et les premiers pas les plus faciles possibles. Donc on vous met des samples et puis on vous crée des solutions préconfigurées. Tout ça pour arriver à des solutions cognitives et contextuelles. Ça c'est dans les slides, ça vous reliste l'ensemble des différents produits auxquels vous pouvez accéder à travers Cortana Intelligence Suite avec des liens qui vous donnent directement. Je l'ai mis juste pour que ce soit dans les slides. Et puis pour continuer, évidemment, je vous encourage à aller sur Cortana Intelligence, le site web, passer par la galerie, passer par le Quick Start, expérimenter, c'est vraiment des choses intéressantes. Entrer en contact avec Microsoft, donc ça sera évidemment Microsoft France et pas Microsoft Canada, ou ça dépend d'ailleurs où vous êtes, puisque c'est francophone et pas français. Donc je retire ce que j'ai dit, entrez en contact avec Microsoft Canada si vous voulez, il n'y a pas de problème. Pour tout ce qui est licensing, et puis vous faire aider par des partenaires. On sait que le focus pour nous cette année, c'est de mettre à profit tous les partenaires et les compétences des partenaires sur ces sujets-là. Et puis évidemment, il y a des workshops régulièrement sur ces sujets. Est-ce qu'on avait des questions? Je ne sais pas comment je peux me rendre compte. On n'a pas de questions. Si, on a des questions. Alors, comment on fait? Puisque je ne connais pas cette interface du tout. Pour les jobs assez gros, est-ce qu'on a besoin d'admin pour administrer les jobs? Alors non, l'objectif, alors oui et non. Donc les jobs, je pense que c'était dans le contexte de Data Lake Analytics. L'objectif, c'est que les développeurs et utilisateurs soient capables de, utilisateurs de Data Lake Analytics, donc c'est-à-dire qu'on écrit une requête SQL. Pour les jobs assez gros, les utilisateurs peuvent le faire sans problème eux-mêmes. Ils lancent leur job et puis ils ont un retour quand ils ont un retour. Le tout, c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand il y a trop de ressources qui sont consommées, un administrateur peut être averti et dire ok, attention, on consomme. Ce sera plus une question de consommation et puis de temps de réponse. On va plus faire intervenir un administrateur si jamais on se rend compte que définitivement on n'y arrive pas. Et on va avoir besoin, de la même manière qu'on faisait appel au DBA pour avoir un coup de main sur une quête SQL quand on n'y arrive pas, on va faire appel à un administrateur pour gérer les jobs un petit peu compliqués. Et sinon, l'objectif, c'est vraiment que le développeur puisse répondre à son besoin de manière autonome. On lui a donné des outils, un plan d'exécution, parce que c'est ça au final, hein, c'est un plan d'exécution qui va lui permettre de comprendre ce qui se passe et de résoudre lui-même son problème.
Voilà, donc je pense que j'ai terminé sur cette session sur Cortana Intelligence. Le seul point que je peux vous laisser, et je termine parce que j'entends que ça se termine, Cortana Intelligence Gallery, Cortana Intelligence Quick Start, allez jouer avec les produits, c'est vraiment la meilleure manière de démarrer. Voilà, je vous remercie. Merci, Florian. Est-ce que tu as répondu à la question qu'il y avait ici? Pour les jobs assez gros, est-ce qu'on a besoin d'un admin pour administrer les jobs? Oui, j'ai répondu. Parfait. C'est bien. Alors, merci beaucoup. La session est enregistrée. Elle sera disponible dans les prochains jours pour ceux qui veulent la réécouter. Merci encore, Florian. Au Merci revoir. beaucoup.